Bonjour, bonjour à tous. Très content d'être avec vous ici au CFIA pour échanger, pour parler ensemble recrutement, parler des problématiques d'efficacité de force de vente. Parce que même si l'agroalimentaire va bien, vous avez, exposants, absolument besoin d'avoir les bons commerciaux pour vous accompagner. L'intervention de ForStaff va se faire à deux niveaux. On va le faire tout d'abord une présentation assez courte, après plutôt être après avec un jeu de questions-réponses nous concernant autour des enjeux de recrutement des commerciaux. Sujet, la maîtrise du turnover. On peut vraiment se dire derrière, c'est quoi le bon turnover d'une équipe commerciale? À partir de quand, à un moment donné, on peut se dire, voilà, de mon côté, je maîtrise mon équipe de vente. Pour nous, la réponse à notre niveau, elle est simple. C'est beaucoup plus compliqué de la mettre en place, mais la réponse, elle est simple à un niveau important pour nous, qui est très clairement, c'est d'avoir le taux souhaité en termes de turnover. Si le taux souhaité, si vous maîtrisez votre turnover, à un moment donné, vous maîtrisez un des leviers de votre efficacité, de votre force de vente. Parce que selon les structures, les entreprises, on souhaite ou pas avoir plus ou moins de turnover. Donc ça, c'est le point qui va être important là-dessus. Et derrière ça, on va se décliner, nous, en faisant un point d'abord marché, pour ensuite parler ensemble sur comment on arrive à se démarquer en tant que recruteur. Premier point concernant le marché. Vous ne serez pas surpris à tous si je vous annonce que concernant face à un taux de chômage en France qui est près de 10%, quand on va parler agroalimentaire, les métiers de production, on est au plein emploi. Quand on va parler des fonctions de production, maintenance, achat, c'est le plein emploi. Mais c'est également le cas pour les commerciaux B2B. Derrière, face à ce contexte aujourd'hui de pénurie de bons profils, indéniablement, il faut arriver à mettre en place une stratégie pour réussir à attirer et à garder les bons dans vos équipes. Pourquoi ce manque de commerciaux en France? Il y a la perception du métier, il y a un historique, il y a la relation commerce que l'on a aussi dans le pays. Et autre point qui est vraiment pas neutre également pour nous, c'est le fait que les commerciaux ont des parcours rapides. Ce sont souvent des tremplins pour évoluer en interne dans un groupe, dans une entreprise. Donc nécessairement, on a besoin de renouveler au niveau des équipes. Pour parer à cette pénurie, 4 pistes possibles. Première pour nous, se dire, est-ce que vraiment, le profil que je recherche aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce bon profil dont j'ai besoin de mon côté en interne? Bien se mettre au clair. Aujourd'hui, est-ce que je recherche quelqu'un qui fait du fond de cours et qui va me tenir la région Bretagne pendant 15 ans? Ou est-ce que je cherche quelqu'un évolutif, capable d'aller à l'international ou passer au siège dans 2 ans, dans 3 ans? Deuxième point, vous recrutez, vous avez des besoins, vos concurrents aussi. Comment réussir à faire en sorte que ces personnes, c'est chez vous qu'elles signent, c'est chez vous qu'elles viennent, plutôt que d'aller chez votre concurrent ou un autre intervenant du marché. Indéniablement, pendant ce salon ici aujourd'hui, il y a 2 marchés. Il y a le marché de l'équipement, il y a le marché des ingrédients, mais il y a aussi, soyons tous complètement conscients, il y a aussi indéniablement le marché du recrutement. Voilà. Pour nous, aller sur des profils atypiques est aussi une solution, indéniablement. On l'a vu avec l'évolution des métiers des ingénieurs agro, par exemple. Il y a encore 10 ans, 15 ans, on allait chercher peu d'ingénieurs agro. Aujourd'hui, très clairement, c'est des profils vers lesquels on voit que c'est hyper intéressant de leur proposer des parcours au niveau commercial, les ingénieurs agro. Ça, c'est le premier cas. Et même dans certaines fonctions vente, moi, je vous invite à aller regarder des gens dans les filières littéraires, dans les filières comme le sport, dans d'autres environnements, parce qu'on va tout à l'heure, on va parler prédisposition, capacité à. C'est de ça qu'on va parler. Ce n'est pas en soi d'avoir une formation commerce. Et ça ne veut rien dire, une formation commerce. La plupart d'entre vous, vous avez fait aussi des formations commerce. Et très clairement, dans les écoles de commerce, on parle beaucoup management, on parle développement de structure, mais très clairement, on parle peu de technique de vente, technique de négociation. Et autre point déterminant et clé, et du coup, c'est une vraie solution face à une pénurie de bons profils, c'est très clairement, vous, dans vos entreprises, allez chercher des personnes inexpérimentées, allez chercher des débutants et vous les ferez monter en puissance. On va capitaliser sur des prédispositions, sur des capacités à, et indéniablement, c'est ça qui va vous permettre de parer à un manque également de bons profils.
Voilà différentes solutions que l'on peut avoir là-dessus. Si on regarde aux raisons de départ d'un commercial, c'est quand même intéressant de regarder pourquoi il part. Il a 15 000 raisons de partir. Il a 15 000 raisons de quitter votre structure. Et en plus, vous êtes avec un commercial, quelle que soit sa fonction, son environnement, il est au national, il est international, il est sur 2 secteurs géographiques. On est avec des personnes sensibles à l'environnement, extrêmement sensibles à l'environnement dans lequel ils travaillent. Et donc, ces personnes, à un moment donné, il va falloir être capable d'en tenir compte pour éviter qu'ils soient démotivés. Raison de départ, on évoque quelques-unes. Très clairement, une entreprise sans projet, c'est compliqué pour aller vendre un projet pour le fameux commercial. Le poids du reporting. Si à un moment donné, la relation est plus compliquée pour lui en interne qu'en externe, raison de plus pour quitter l'entreprise. Le type d'actionnariat. Dès qu'il y a un changement d'actionnariat, dès qu'il y a un changement de fonds à la tête d'une structure, on sait que très clairement, c'est une zone d'instabilité concernant les commerciaux. Et tous les cabinets de recrutement, au contraire, repèrent les entreprises où il y a des changements d'actionnaires, parce qu'ils se disent, c'est là que je vais piocher des personnes, et à ces personnes, je vais leur proposer de rejoindre un autre type de structure. La qualité de la relation et la hiérarchie, bien sûr, est déterminante. La première raison de départ d'une entreprise, très clairement, est liée à son patron direct. Si mon patron me forme, si mon patron me challenge, si mon patron me donne envie, je reste dans l'entreprise. Un patron qui accompagne sur le terrain son collaborateur, et en fin de journée, le collaborateur se dit « j'ai rien appris de sa venue, il m'a rien apporté, mis à part qu'il a fait le cadre en clientèle », clairement aucun intérêt, aucun impact. À l'inverse, si le patron lui permet de sortir le collaborateur de sa routine, lui permet vraiment de prendre de la hauteur, d'aborder différemment la relation avec ses clients, des clients qu'il connaît dans beaucoup de cas depuis très longtemps, qui tutoient, indéniablement, ça sera un vrai levier. Et c'est ça qui va l'aider demain à prendre une vraie dimension de développeur. Voilà la principale raison. Après, derrière, on va retrouver indéniablement ce sentiment de naviguer à vue, ça c'est clair. Le manque de reconnaissance financière, lié aussi au mode de management. Et on le voit chez les commerciaux. Ce n'est pas le montant des primes qui compte. Vous avez des structures en France où on a 100% de fixe, avec des excellentes forces de vente. C'est indéniablement lié au mode de management. Il faut une bonne adéquation, une bonne cohérence entre le mode de rémunération et le mode de management. Et bien sûr, tous les dysfonctionnements en interne, par exemple, pour des industriels qui négocient auprès de la grande distribution, on met en avant, nous, le taux de service de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui ne sait pas livrer, c'est d'avoir une vraie source de stress pour les commerciaux quand ils y travaillent. Il faut savoir quand même que 2 personnes sur 3 à un changement d'entreprise gagnent en rémunération et souvent partent pour un job où il va aller apprendre autre chose. Donc ce n'est pas uniquement de partir pour un job, mais il y a aussi cette envie d'aller vers autre chose demain. Et indéniablement, on est tous aujourd'hui confrontés, et nous les premiers. Et je pense que cette année de Covid a été une vraie prise de conscience pour tout le monde, vraiment de se dire, c'est quoi mes priorités? Ou à un moment donné, on se disait, voilà, il faut qu'ils viennent bosser à Paris, il faut qu'ils viennent au siège, parce qu'à un moment donné, ça sera son parcours professionnel. On a face à ça des collaborateurs, ou nous les premiers, qui parfois avons dit, clairement, oui, le job m'intéresse, l'entreprise m'intéresse, mais permettez-moi de continuer ce job en continuant à vivre à Saint-Malo et pas nécessairement basé à Paris. Donc on voit que derrière ça, il y a cette volonté d'équilibre. Et nous, derrière, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur commerciaux, c'est d'arriver à se dire, ben voilà, comment on arrive à gérer tout ça? Parce que dans tous les cas, il faut absolument se dire, il faut que je garde les forces vives. On le voit, nous sur LinkedIn, une personne met son CV à jour sur LinkedIn, un commercial grand compte dans l'agroalimentaire, 3 jours après, il est contacté par un minimum une quinzaine de cabinets. Et très vite, on lui fera des propositions. Et à partir du moment où on va faire des propositions, très très vite, il aura différentes offres entre les mains. Et là, à un moment donné, avec le cabinet qui vous accompagne, ce qui va être super important, c'est d'être capable, vis-à-vis de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes qui pourraient être intéressés de faire autre chose, c'est de mettre en avant vos atouts.
vos avantages différenciants. C'est un vrai marché. Et là, derrière ça, ce qui va être super important déjà en interne, c'est de connaître ces avantages. Là, j'en ai listé un certain nombre, il y en a beaucoup, ils sont nombreux, mais indéniablement, si en tant que manager, on n'est pas capable de parler nous-mêmes des atouts de nos entreprises, ça sera extrêmement, extrêmement compliqué après de les mettre en avant. Derrière ça, il y en a, on ne va pas les lister tous, mais pour moi, il y en a 2, 3 extrêmement importants qu'on oublie. C'est les chiffres clés de vos marchés. Comment évoluent vos marchés? Quelle est votre tendance de business? Ça, c'est clairement important. Aujourd'hui, pour réussir à attirer des personnes là-dessus. Autre élément qui aura aussi son importance, indéniablement, l'environnement de travail. Le slide, je ne l'ai pas réactualisé. Je l'avais fait pour le CFIA, qui aurait dû se dérouler il y a 1 an de ça. À l'époque, je te parlais déjà de télétravail. Et là, on a vu tous que les entreprises n'ont pas du tout abordé le télétravail de la même manière. Et indéniablement, il y aura des effets. Il y aura des effets boomerang aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, voilà, mon entreprise est self-gérée, je peux m'organiser comme je souhaite en étant responsabilisé, donc je reste. À l'inverse, ils sont dit d'autres, non, j'ai senti du flicage, j'ai senti une infantilisation de la relation, et là, à un moment donné, ils vont vivre autrement les choses. Donc là, il y a plein d'éléments, et vraiment, ce qui me paraît très intéressant, c'est quand vous êtes en process de recrutement avec vos équipes, ce qui sera extrêmement intéressant, c'est de lister, voilà, c'est quoi nos avantages différenciants. Beaucoup de managers intermédiaires, selon nous en tout cas, beaucoup de managers intermédiaires n'ont même plus conscience parfois des atouts de leur entreprise. Et indéniablement, quand un manager reçoit des candidats et des candidates dans un process de recrutement, bien sûr, il est là pour sélectionner, mais si le cabinet a fait avant bien son rôle, ça doit quelque chose de faire assez rapidement. Par contre, il se doit surtout et avant tout mettre en avant les avantages différenciants de votre entreprise. Pourquoi c'est chez nous que vous devez venir plutôt que telle autre ou telle autre entreprise? Bien sûr, en valorisant notre entreprise et sans dénigrer l'autre entreprise. Quand je dis savoir les mettre en avant de manière cohérente, à quoi je fais référence? C'est qu'on peut avoir des velléités complètement différentes. Si je suis le patron de Bretagne et quand je recrute dans le Finistère, où je veux quelqu'un qui reste sur le secteur pendant 10 ans, 15 ans, qui me tient bien le secteur Finistère ou l'Alsace, parce que c'est des régions compliquées pour recruter, en termes de recrutement. Et à côté de ça, on a le siège, qui eux se disent, voilà, on va vous proposer un parcours évolutif, et dans 2 ans, vous viendrez au siège. Et là, on voit à un moment donné que tout ça est complètement incohérent. Et donc, à un moment donné, la personne, elle veut avoir un discours qui soit clair, précis, et surtout qui soit aussi en phase avec lui, ses propres aspirations. Et cet exercice, moi, je ne peux que vous inviter à le faire avec vos managers intermédiaires pour se dire à un moment donné, si un jour tu parles de nous à des candidats et candidates, comment tu le fais en allant plus loin que uniquement de présenter un PowerPoint. Alors, c'est bien de sourcer, c'est bien d'aller chercher des profils, mais tout ça, il y a une finalité. La finalité, quelle est-elle? Très clairement, c'est le succès commercial, c'est que la personne soit efficace, qu'il soit efficace sur le terrain. Et de notre côté, on a réfléchi chez Forstaff sur, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire la compétence? Et souvent, quand on fait des études de poste, les gens nous disent, voilà, moi je veux qu'elle soit sans du résultat, qu'elle soit capable à un moment donné d'avoir beaucoup d'intelligence relationnelle, qu'elle sache bien communiquer en interne et qu'elle soit compétente. Non, le terme compétent n'a pas à être utilisé à ce moment-là, c'est pas une qualité, mais la compétence va être une résultante de l'ensemble. C'est là qu'on va se dire que cette personne, elle est compétente, et pourquoi elle est compétente. Donc on a observé les choses et on s'est dit, nous, pour nous, bon, là je vous ai mis la définition du Larousse, c'est la nôtre, hein, on est très pragmatique. Pour nous, une personne compétente, c'est ce qui fait que la personne va réussir dans les missions attribuées. OK, elle est au rendez-vous côté business, on dit OK, cette personne est compétente. Alors d'où résulte la compétence d'un commercial? Vous avez recruté, vous avez dans vos équipes des personnes qui sortent de la même promo d'école, école d'ingénieur, école de commerce, en fait c'est même plus école de commerce, hein, c'est des EM, hein, école de management aujourd'hui, et de moins en moins vont vers le commerce. Mais derrière ça, vous avez des gens qui viennent d'une même promo. Pourquoi un réussit? Pourquoi l'autre ne réussit pas? Alors qu'ils ont eu le même parcours initial, ils ont eu exactement la même formation initiale,
ils ont eu les mêmes chances en interne, ils ont les mêmes outils. Pourquoi cet écart? Nous, de notre côté, ce qu'on va chercher d'abord à regarder chez des candidats et candidates, c'est on va chercher à observer les savoirs, la maîtrise de l'environnement. On va aussi observer les pratiques professionnelles. Et quand je parle des pratiques professionnelles, moi, concernant des commerciaux, et je vous invite à challenger vos équipes, même à vous challenger parfois aussi vous-même, posez-lui la question sur « Peux-tu m'expliquer, pouvez-vous m'expliquer la différence qu'il y a entre vendre et négocier ?» Quelles sont les techniques pour conclure une vente? Comment on traite des objections? Comment on traite la problématique du prix? Là, si vous allez challenger des candidats sur ces sujets-là, là, vous verrez s'il y a de la maîtrise. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Et là, vous verrez la personne, et pas uniquement de parler de vos résultats. Parce que les résultats peuvent être liés à la croissance du marché, peuvent être liés à la croissance de l'entreprise, et pas à ses qualités intrinsèques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lui qui nous intéresse. On voit que derrière ça, ok, globalement, les gens ont les mêmes savoirs, les mêmes pratiques. Ce qui fera vraiment la différence, c'est les traits de personnalité. Il y a 4 traits de personnalité déterminants chez des commerciaux là-dessus. Les documents sont disponibles, hein, si vous voulez. Le PowerPoint, je pourrais vous transmettre sans aucun problème, si vous le souhaitez, pas de problème. 4 éléments clés pour nous. Premier point, la première chez des commerciaux, une capacité à s'engager et à dépasser les objectifs. Un commercial qui n'est pas orienté résultat, clairement, ça sera compliqué. Deuxième chose importante, capacité d'organisation et à prioriser. C'est déterminant. Que je sois en télétravail, que je sois au siège, mais ils ont tous des gros secteurs. Et un des enjeux des commerciaux, c'est optimiser son temps. Autre élément, capacité d'analyse. C'est quoi mes 20-80? Comment j'oriente mon business? Vers où je vais en priorité? Voilà. C'est qui mes grands comptes? Où je suis en zone de confort? Où est-ce que c'est délicat? Dans quelle situation nous sommes dans tel appel d'offres? C'est ça qui est important. Il a un cerveau. Utilisons son cerveau. Et dernier point qui est clé, qui est souvent reproché aux commerciaux, et parfois à juste raison, sa capacité à collaborer en interne. Voilà. Aujourd'hui, on ne conçoit plus d'avoir des commerciaux barons, des commerciaux qui, de leur côté, sont à un moment donné, se sentent des conquérants tout seuls sur la terre. Ils doivent de plus en plus absolument intégrer les problématiques en interne. Ce qui va être déterminant ensuite aussi, c'est d'un point de vue motivation. Et nous, d'un point de vue motivation, intéressant quand même qu'on revienne sur le mot motiver. Motiver, racine latine, même racine latine que mouvement. Qu'est-ce qui fait que la personne se mette en mouvement? Qu'est-ce qui fait que le matin, elle se lève? Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie d'aller en clientèle? Il y a 2 choses qui sont clés. Il faut avoir des gens qui sont foncièrement animés par le dépassement des objectifs. Un commercial qui n'est pas orienté dépassement des objectifs, conquête, développement de business, ça restera quelqu'un de très moyen. Mais très agréable au demeurant, hein, aucun souci sur le sujet. Mis à part que, comme par hasard, il ne gagnera jamais les concours, ce sera toujours d'autres qui gagneront les concours. Autre point ensuite important, ça va être très clairement, c'est de vivre un projet professionnel tous ensemble. Ça va être important. Chez Forstaff, on considère que la réussite d'un commercial, c'est une alchimie entre 4 choses. Les 4, vous les avez là. Un peu de savoir, de plus en plus de savoir-faire quand on va monter en puissance, des traits de personnalité et surtout beaucoup de motivation. C'est ça qui va être déterminant. Et là, on a une alchimie qui se crée. Et là, c'est comme une mayonnaise. C'est vraiment ça. C'est une dynamique qui est en train de se créer. Là, on fait monter la mayonnaise et là, il y a la performance qui est au rendez-vous. C'est ça qui va être important. Et là, quel plaisir pour le manager quand on est en ce sens. Pour faire ça, comment on fait de notre côté? Spécificité de notre cabinet, on a 2 types de consultants chez nous. Des experts métiers qui, comme moi, ont assumé des fonctions commerciales par le passé. Et on a avec nous 4 consultants psychologues. Parce qu'il est important de cerner les traits de personnalité, les motivations. Je fais souvent le parallèle pour les commerciaux avec les voitures. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la carrosserie. C'est encore moins le tuning. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du moteur. Donc vraiment les traits de personnalité. Alors, plus compliqué quand on va recruter des gens confirmés.
Parce que là, on est avec des gens qui s'expriment, qui ont l'habitude. Ils sont là pour vendre leur entreprise, leur histoire. Ils savent vendre. Donc à un moment donné, on doit vraiment se méfier d'eux. À la fois, il faut les valoriser, mais en même temps, tant qu'ils sont en train de parler de leurs clients, ils ne parlent pas d'eux. Et ils ne parlent pas de leur performance. Donc vigilance sur le sujet. Et là, allez les challenger. Allez les challenger sur le business. Demandez-leur qu'ils fassent une vraie revue d'affaires. C'est ça qui va être important. Plusieurs éléments qu'on vous met là, on pourra détailler après. Bon, vous avez recruté le bon candidat ou la bonne candidate. Elle monte en puissance, ça fait 2 ans qu'elle est chez vous. Au bout de 2 ans, c'est un peu le moment où il commence à être sollicité en externe. C'est aussi le moment où il commence à avoir envie de faire autre chose. Autre chose, peut-être en externe, mais aussi en interne. Notamment beaucoup d'intérêt pour les fonctions marketing, les fonctions support, interface. Et là, derrière ça, c'est ça qui va être super intéressant, nous, de se dire, OK, il a envie de faire autre chose, et comment je dois réussir à le garder? Un seul moyen pour nous. C'est en augmentant le niveau d'exigence. Et la personne clé, c'est le manager. Si le manager le fait grandir, si votre manager, vos équipes, si vous faites grandir vos équipes, si elles sentent qu'elles grandissent à vos côtés, clairement, elles resteront. Sinon, elles ne resteront pas. Et elles ont raison. Elles perdent leur temps. Elles gagnent peut-être bien leur vie, mais en même temps, elles n'avancent pas professionnellement. Parce qu'en même temps, pour eux, c'est de gagner en expertise qui ferait qu'ils resteront employables les prochaines années. Alors, bien sûr, on va derrière ça, le rôle du manager évolue nécessairement, et on voit qu'aujourd'hui, on est dans la co-animation, le copartage des objectifs de plus en plus, mais en assumant aussi chacun ses responsabilités. Mais notamment, quand on manage des cadres, voilà, on doit être, selon moi, de plus en plus vraiment sur la co-construction, selon moi, là-dessus. Entreprise agile avec des personnes agiles, et ce n'est pas une question de taille d'entreprise. Au contraire, on met beaucoup en avant les startups. Je vous confirme que beaucoup d'entreprises dans l'agro, des fournisseurs de l'agro, sont souvent encore, à juste titre, très souvent dans ces dynamiques-là. Tout simplement, il suffit juste de mettre les gens en mode projet et on fait avancer les choses parce qu'on se doit d'avancer vite, d'être extrêmement réactif. Voilà les mots qu'on aime bien. Et derrière tous ces mots, anticiper, créer, qu'est-ce qu'on a? On a que du positif. Et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que manager vis-à-vis des équipes? C'est vraiment là qu'on doit les amener. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est comme ça que les gens ont la banane et qu'ils ont envie de venir bosser pour vous. Parce que les gens travaillent, bien sûr, pour leur salaire, mais ils travaillent aussi pour une valorisation, ils travaillent aussi pour leur patron, leur hiérarchie, indéniablement. Alors, derrière ça, il y a tout le savoir-faire et le faire savoir. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de très compliqué en termes d'image des entreprises. On a tous eu un parcours dans les ventes. On a tous en tête des entreprises qui sont référentes, qui sont formatrices. Il y a des entreprises qui, hélas, parfois n'ont pas bonne réputation. Parfois, il y a des raisons valables à ça, mais d'autres cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a un vrai boulot aussi des équipes RH en interne, vraiment sur la mise en avant des métiers et les opportunités qu'on présente, tout particulièrement dans les fonctions commerciales. Voilà, aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire en amont auprès des écoles d'ingénieurs, auprès des IUT, des BTS, des écoles de commerce. Indéniablement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça, il faut aussi être parfaitement cohérent. Et ça va être clé. Alors là, j'ai repris une petite phrase un peu classique du commerce, mais elle a son importance. Une personne contente, elle en parle à 10. Une mécontente, elle en parle à 100. On a une vraie responsabilité, tous managériale, par rapport aux personnes qu'on a eues dans nos équipes. 2 exemples. Des collaborateurs qui partent d'une entreprise. À un moment donné, c'est extrêmement intéressant d'aller chercher à comprendre pourquoi ils partent. Attendez, c'est un peu humiliant quand même, en tant que patron direct, de se dire « mince, voilà, je l'ai formé, je l'ai fait grandir, et aujourd'hui, il quitte l'entreprise. » Mais c'est quand même super intéressant de comprendre sur le plan managérial. Et autre cas de figure, c'est les stagiaires. Un stagiaire qui, l'été, n'a pas été accompagné, n'a pas eu des missions en phase avec son stage et qu'on a plutôt utilisé comme bras dans certains cas ou comme des missions qui n'étaient vraiment pas au cœur de son métier, très clairement, qu'est-ce qu'il dit à son école après? Non, mais n'allez surtout pas en stage chez eux, surtout pas, vous n'allez rien apprendre. Donc il y a un vrai chantier autour de cela, là-dessus. Et ça, c'est vraiment l'expérience collaborateur. Ça, c'est vraiment d'arriver, nous, de se dire, et les gens s'expriment. Ils s'expriment sur le net. Il y a des sites dédiés à ça, où à un moment donné, tout le monde peut évaluer son entreprise, et vous l'avez peut-être fait vous aussi. Donc vraiment, soyons aussi vigilants sur le sujet.
Et vos équipes RH, important aussi qu'il y ait un travail de veille, d'observation de ce qui s'y passe. Pour nous, voilà, les bons réflexes, c'est où? Je l'évoquais tout à l'heure. Rapport d'étonnement en 1 mois. C'est important. Pour nous, avec vraiment cette idée, vraiment, la période d'essai est dans les 2 sens. Voilà. Elle est pour nous, les employeurs. Mais elle est aussi nécessairement pour les collaborateurs qui rejoignent une structure. Vraiment avoir ça en tête, ça nous paraît important. Les entretiens de départ, ça y est, réputation. Et ensuite, après, derrière, voilà, arriver à générer des candidatures spontanées et essayer de gérer un vivier de candidatures spontanées, c'est également extrêmement intéressant au niveau des différentes entreprises. Voilà. Et il y a aussi en tête aussi un peu les dates de sortie des étudiants ou les soirées de remise des diplômes des écoles, les écoles qui vous intéressent. En synthèse, on a parlé tout à l'heure de la qualité, de la perception des personnes, mais je trouve que pour moi, la relation commerciale, c'est une qualité d'exécution sur le terrain. Un recrutement réussi, c'est complètement lié à une qualité d'exécution. C'est pareil, déterminant et clé. Déjà, en interne, est-ce que je suis clair sur nos besoins? Est-ce qu'on est bien au fait de ce qu'on a besoin en interne là-dessus? Je suis intimement convaincu que pour remplacer la personne A, ce n'est pas la personne A' qu'il faut. Au contraire, allons chercher des gens qui sont dans le même écosystème, le même environnement, le même type de vente, mais n'allons surtout pas à la concurrence. Quel intérêt? Quel intérêt? Voilà, mais je crois qu'il y a vraiment des enjeux autour de ça importants. Élargir le champ des possibles, comment? Élargir le champ des possibles pour moi, très clairement, vraiment en travaillant prédisposition, évaluation, en allant chercher des gens même inexpérimentés, mais en même temps, voyons, à valider qu'ils sont capables d'assumer le poste. On met en avant ses atouts, une cohérence de discours. C'est aussi un processus de recrutement adapté, extrêmement rythmé. Dans tous les cas, si votre processus de recrutement n'est pas rythmé, les bons, vous les perdez. Parce qu'ils auront dit oui ailleurs, ils auront postulé également dans d'autres entreprises, et d'autres entreprises qui ont été plus rapides ont réussi à les accrocher. Une des choses qu'on valide toujours, nous, en entretien, quels sont les autres contacts que vous avez? Où en êtes-vous en termes d'étapes de process? Et on ajuste après notre présentation de l'offre de notre client aussi en conséquence. Quand par exemple, sur des environnements où l'entreprise, la personne veut aller sur des produits très marketés, et on met en avant le fait que par exemple, soit, ok, vous avez une opportunité aujourd'hui sur le marché des jus de fruits, peut-être c'est bien, mais sachez que sur le marché, les MDD, c'est 80% du business, alors que si vous venez chez notre client dans les spiritueux, les marques, c'est 80% du business. Donc arriver à mettre en avant, avec discernement, des choses qui paraissent anodines comme ça, pour faire la différence. Le bon timing est nécessairement implication extrêmement forte des managers terrain. Là, ce que j'ai présenté en 15 minutes, rien de révolutionnaire. C'est beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens, mais par contre, en ayant à la fois des experts de l'évaluation. Les seuls experts de l'évaluation, ce sont nécessairement des psychologues. Et ensuite, c'est d'avoir des experts métiers. Des experts métiers capables de challenger la personne qui est en face, le candidat ou la candidate qui est en face de nous. Compliqué pour le manager terrain de le faire. Il n'est pas habitué à recruter, d'une part. Il pense d'abord, lui, au fait qu'il a son secteur qui est vacant, avant d'aller challenger l'autre en face. Et ça, c'est complètement le rôle du cabinet là-dessus. Voilà. Ça, c'est notre façon de faire là-dessus au sein de Forstaff. Alors, quelques mots sur nous. Là-dessus, Forstaff a 17 ans. On est aujourd'hui 26-27 personnes. Structure qui a été créée à Rennes, dans l'environnement agro, que j'ai créée, moi, de mon côté, en 2004. On est aujourd'hui à Paris, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Bordeaux. Et au-delà d'un process qu'on a, ce que je veux surtout partager avec vous, c'est le fait que, quelle est notre raison d'être? Pourquoi on est payé? Notre raison d'être à nous, recruter pour nos clients des personnes performantes, faire en sorte que les personnes qu'on a recrutées s'épanouissent, sont contentes du choix qu'elles ont fait. On les a fait sortir d'une zone de confort, on les a fait démissionner. Donc à un moment donné, on a une vraie responsabilité dans cet acte à un moment donné. Et on a, nous, de notre côté, il est déterminant de présenter systématiquement les atouts de nos clients, mais également sans occulter les difficultés. Et troisième point,
qui pour nous est extrêmement valorisant dans la façon de vivre ce métier du recrutement, c'est quand les personnes qu'on a recrutées, quand elles évoluent en interne, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et quand vous recrutez un chef des ventes régional qui, de son côté, encadre 7 personnes sur le terrain et qui, au bout de 12 ans, est directeur général de son entreprise qui fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec 150 personnes dans ses équipes. Voilà, là, en termes de point de vue accompagnement, voilà notre façon de vivre, nous, le recrutement, nous concernant. Voilà. Ce que je vous propose, si vous voulez, si vous avez des questions, je veux bien y répondre et on peut, voilà, de manière collective ou individuelle, c'est complètement à votre convenance. Merci pour votre attention.